I knew where I had to go. I thought that I forgot. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du Podcastologue, l'épisode 25 aujourd'hui, qui démarre avec quelques petits réglages pour ce nouveau micro que je teste aujourd'hui, le Shure SH55. Alors mes amis Philippe et Bruno qui sont ici présents, bonjour à vous deux. Ouais, salut. Bonjour. Eh ben, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Après, vous êtes moqué de moi parce que j'ai eu encore une fois des problèmes de réglage. Je vous rappelle, j'en profite quand même pour vous dire que Shure nous fait la gentillesse de me permettre de tester leur micro. C'est quand même vraiment une occasion inespérée de vous moquer de moi quand j'essaie de retrouver du gain sur mon entrée de micro. Et qu'on va faire un bientôt le concours. Là, c'est maintenant dans les prochaines semaines le concours pour gagner les 2 micros Shure. Pour participer, abonnez-vous au podcast et suivez mon compte LinkedIn Stéphane Berthomé. Alors cette saison se poursuit avec notre partenaire Edisound qui assure la visibilité du podcast via des players placés stratégiquement sur des sites web. Vous savez que ces players permettent d'augmenter de façon très significative les écoutes des podcasts. On remercie encore une fois Shure et on va démarrer avant de démarrer. Et avant de démarrer, messieurs, je vais vous demander de m'annoncer très rapidement vos sujets. À commencer par toi, Bruno. Ouais, je reviens sur une nouvelle collection chez Rode et je vais faire un clin d'œil du côté de chez Spotify parce que la rétrospective 2023, ça s'en vient. Philippe? Eh ben moi, je vais vous parler un peu de dérivés de podcast. Eh bien, c'est assez original parce que il y a 2 événements qui se passent là d'ici la fin de l'année. Et ces 2 événements sont des rassemblements de 2 podcasts dans 2 différents théâtres. Oui, puis il y a eu quand même un grand rassemblement là avec le podcast Bliss. Oui, alors on va parler de dérivés de podcast, si ça vous va. Ouais. De produits dérivés, mais dans le sens événementiel plutôt que dans le sens une jolie tasse, etc. Ok, parfait. C'est une très bonne entrée en matière. Donc moi, je vais vous parler d'un petit problème statistique chez Ocha. Et puis, je dois aussi vous dire qu'on est en pleine période de recrutement. Là, le concours Fais ton balado de Radio-Canada. Fais ton balado, c'est un concours qui est en fait un appel de candidature qui permet à des jeunes âgés de 18 à 25 ans de faire partie de la relève du balado. Alors, ça se passe comment? Faut avoir une idée originale, faut soumettre le projet avant le 17 novembre, ce qui est très bientôt quand on va arriver à la date de diffusion de cet épisode. Et il y a 3 candidats qui sont retenus par Radio-Canada pour créer une production audio. Et le thème, cette fois-ci, c'est « Fais jouer la musique ». Alors, il faut décrire son projet et puis il faut aller proposer tout ça via le lien que je vais vous soumettre. Avant qu'on attaque vos sujets, messieurs, je voudrais qu'on parle rapidement de ce petit problème de statistique. Ocha est en train d'envoyer quelques messages à certains de ses abonnés au sujet d'une perte de statistiques entre le jeudi 2 novembre à 12h jusqu'au samedi 4 novembre à 8h. C'est dû à une panne technique chez un partenaire qui s'appelle Cloudflare. Alors Cloudflare, en fait, il gère toutes les interconnexions et notamment les logs d'accès des fichiers audio pour comptabiliser justement les écoutes chez Ocha et visiblement, Cloudflare a planté ou a eu un problème de sécurité, ce qui est étonnant d'ailleurs parce que c'est un service qui propose aussi de la sécurité aux sites internet et aux hébergeurs. Bruno, toi tu me disais que tu avais vu aussi d'autres liens avec Cloudflare parce que visiblement ils desservent beaucoup d'entreprises du web. Effectivement, là c'est une communication qui a été faite aux utilisateurs de Ocha, mais d'autres fournisseurs de services ou d'hébergeurs de podcasts ont envoyé des communications à leurs clients. En tout cas, dans certains cas, là, c'est ça. C'est un gros fournisseur dans le domaine. Alors, ça touche beaucoup de gens. On se souvient qu'il y a eu déjà en France, Philippe, comment il s'appelait l'hébergeur de podcasts français qui a eu plusieurs ruptures là de services. Ah non, tu veux dire l'opérateur internet, OVH? Non, pas OVH. Il y a eu OVH, mais il y a eu un hébergeur aussi dont le nom. On en avait parlé. Dont le nom m'échappe actuellement. Podcastix, exact, qui a eu plusieurs problématiques et ça doit quand même faire réfléchir parce que c'est vrai que quand on soumet son contenu à son hébergeur,
on s'en remet un peu corps et âme à lui, et pour les statistiques, pour l'hébergement des fichiers, etc. Et je voudrais en profiter pour donner un conseil justement aux podcasteurs et aux podcasteuses. Et c'est drôle parce que ce matin, je donnais le même conseil à des podcasteuses avec qui j'avais un petit meeting pour discuter de choses et d'autres. Et je leur disais, sauvegardez régulièrement et au moins au plus tard après votre saison, après une saison diffusée, vos statistiques, téléchargez-les. La plupart du temps, on peut le faire, on peut télécharger ces statistiques. Gardez-les au cas où vous changiez d'hébergeur ou il y a une rupture de service dans votre hébergeur. Et même mieux que ça, je sais pas si tout le monde le fait, c'est la logique, mais c'est bien de le rappeler aussi. Le fichier final que vous hébergez chez votre hébergeur, ne le supprimez pas après. Conservez-le, parce que si jamais vous avez un problème, que votre hébergeur disparaît ou qu'il supprime votre podcast, vous allez perdre vos fichiers parce qu'ils sont hébergés quelque part où vous n'avez plus accès. Alors, gardez-en toujours une copie très précieuse dans vos archives. Messieurs, vous avez déjà eu des problèmes de ce genre-là, vous, rupture de service ou autre chose? Non, hein. Toi, Bruno, tu disais que c'est rare. D'abord, c'est rare, et en général, la plupart des hébergeurs, ils ont des backups. Alors, il est arrivé, et d'ailleurs on l'a vu avec OVH, que leur redondance était à peu près au même endroit et que tout avait cramé. Ils ont perdu, je sais plus, 1 million de sites ou quelque chose comme ça, dont certains qui étaient hébergés chez eux et qui ont quasiment tout perdu. Ils ont réussi à récupérer apparemment 50% d'entre eux, mais il y a quand même 500 000 sites qui sont passés à la trappe. Sur les fichiers, c'est pareil. Alors le problème, c'est que quand on est un hébergeur, il y a un espèce d'enchevêtrement de plein de petits services, donc Cloudflare, dont des stockages sur des serveurs Amazon ou autres, qui font que c'est compliqué. Alors ce dont on peut parler, que les auditeurs et auditrices ne connaissent peut-être pas, c'est, vous savez, il existe des glaciers. Les glaciers, c'est ces espaces de stockage peu chers d'Amazon ou d'autres prestataires d'hébergement de contenu, qui vous permettent d'aller déposer des fichiers et de les mettre comme dans un glacier. Ça vous coûte de l'argent que quand vous allez le déposer, et tant que vous n'allez pas le chercher, ça vous coûte pas grand-chose et ça vous permet de stocker et archiver vos fichiers tant que vous payez, bien entendu, et surtout d'être un peu autonome d'un disque dur, un hébergeur. Bon, c'est toujours de l'Amazon aussi, et là par contre c'est redondé et c'est vraiment stocké sur des glaciers. Donc il y a ces services-là qui existent et qui sont souvent liés à vous savez, les NAS, c'est des espèces de petits serveurs qu'on achète même en particulier, où on met des petits disques durs et qui permettent de pouvoir sauvegarder ça. Et c'est vrai que le stockage, l'archivage de ces fichiers audio, c'est super important, et il peut toujours arriver une catastrophe. Ça c'est certain. En même temps, et est-ce que le plus choquant, vas-y Bruno. Est-ce qui est le plus choquant quand ça arrive, c'est que je comprends qu'à la limite, et c'est arrivé plus souvent, là, mais sur une plateforme comme YouTube, où essentiellement on paie absolument rien, on héberge et on profite du système, ça c'est une chose. Mais quand on est chez un hébergeur et que c'est payant, comme dans le cas de Ocha, là, c'est un peu décevant. De voir ce type Après, là, d'occasion. C'est des stats, hein. J'ose dire que des statistiques, sur la journée c'est chiant, et puis en général, chers podcasteurs et podcastrices, attention, ne regardez pas que les chiffres, amusez-vous aussi. Mais c'est vrai que sur une année en lissage, ça va pas poser trop de problèmes. Ouais, mais non, mais ça soulève la question du plantage. C'est ça, Bruno, je pense que tu veux dire, c'est qu'on paye un service. Je reviens à ça, puis il y a des systèmes, sinon il y a des temps de latence à certains moments dans l'année. Tu sais, c'est toujours, quand on est dans le monde de l'informatique, c'est le 99,9%. C'est ce que j'allais dire. Et mais il y a toujours le point 1 là, qui fait qu'on parle de ces problèmes-là. Mais il faut être conscient que quand on paie pour un service, on doit s'attendre à quelque chose d'assez puissant, robuste. Et que dans le cas des chiffres, des stats, c'est, en ce qui me concerne, c'est un peu surprenant de voir qu'ils n'ont pas un plan B pour couvrir cette période-là. Et j'espère que ça va les faire réfléchir à ça. Parce que les gens paient quand même pour un service et ils doivent s'attendre à un service professionnel. C'est pas faux. Puis, en fait, ce que ça soulève comme question, c'est que, en l'occurrence, c'est pas un problème catastrophique, comme dit Philippe, là, sur 2 journées. Mais c'est vrai que ça peut être catastrophique. Je veux dire, quand tu perds le contenu. Si ton unique campagne publicitaire, repose là-dessus, cette semaine-là,
Ben, qu'est-ce que tu dis à ton commanditaire? Tout à fait. Non, puis moi, je me rappelle quand Podcastix avait planté, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui justement avaient hébergé des podcasts de marque de leurs clients chez Podcastix, et qui là étaient réellement embêtés et qui eux avaient des retombées commerciales à assumer vis-à-vis du client. Donc oui, c'est vrai que bon, ça soulève la question de justement l'évolution de toutes ces solutions là à grande vitesse. Est-ce qu'ils prennent toujours toutes les mesures pour s'assurer que la sécurité est à 100% et que les backups sont bien là, premièrement. Mais deuxièmement, moi je dirais aussi quand même vous-même prenez le temps d'assurer votre propre sécurité. C'est ce que tu proposais, Philippe, c'est une bonne solution. En même temps, c'est pas compliqué ça fait quoi? Ça fait 150, 200 MO, un fichier d'une heure en MP3 que tu télécharges sur ton... Vaut mieux stocker du Wave. 200 MO. Vaut mieux stocker du Wave parce que quitte à stocker... Oui, il vaut mieux stocker du Wave, mais au pire du pire, t'as ton fichier MP3, tu le télécharges sur ton Google Doc ou dans ton Google Drive, ou tu le mets sur un disque dur dédié. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, une clé USB, elle fait facilement 1000 fois ça, donc c'est pas un problème. Là où tu crées 2 disques durs, moi j'ai un disque dur que j'appelle à froid, c'est-à-dire que c'est un disque dur qui n'est jamais branché. J'ai un disque dur régulier, j'ai un disque dur de backup et j'ai un disque dur à froid qui n'est jamais branché. Je le branche une fois de temps en temps. J'envoie les fichiers dessus et je le débranche. Donc ça, c'est c'est mon oui, mais après c'est pour glacier à moi. C'est pour ton travail. Oui, c'est ça, c'est un glacier. Après, il faut quand même rappeler que ce sont des disques durs qui sont en général mécaniques et il peut ne pas redémarrer un jour et qu'il y a aucune sécurité au bout de 10 ans que ça fonctionne encore. Il y a bien sûr énormément de stockage qui fonctionne. Moi, j'ai des Mac G4, le disque dur il tourne encore et j'ai réussi à récupérer des fichiers. Par contre, j'ai d'autres disques qui ont planté. Et là, tu peux rien récupérer, c'est mort, fini, enterré. Mais oui, mais ça, on est dans l'ère numérique et il faut s'adapter à ça aussi. C'est pour ça que le NAS, je reviens sur le NAS. C'est une bonne solution, c'est vrai. Le NAS de Synology, alors c'est pas pour faire de la pub, mais le Synology où en fait on enlève à chaud les disques durs, c'est-à-dire que tu as en fait une série de 3 ou 4 disques durs et que tu partages en fait en RAID 0 ou en RAID 1, c'est-à-dire c'est une méthodologie qui permet de diviser. T'as moins de capacité, mais par contre tu divises et si t'as un disque qui plante, tu le changes à chaud et t'en remets un et il reconstruit le disque par rapport aux autres. Et là, t'es sûr de ne jamais rien perdre. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Alors, bonne réflexion à nos amis podcasteurs et podcasteuses. Pensez, 1, à sauvegarder vos statistiques et 2, à faire vos sauvegardes de vos contenus, là, des émissions. C'est vrai que c'est du boulot en plus, quoi. C'est du boulot en plus et ils ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Quand on paye un service, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Non, c'est vrai, mais il faut pas partir du principe, même si ça serait bien normal, comme le souligne Bruno, mais il faut pas partir du principe que ça va systématiquement être très, très bien fait. Bruno, tu veux nous parler alors, on va se lancer dans nos sujets là. Bruno, tu veux nous parler de cette collection blanche de Rode. Alors, est-ce que c'est de la cosmétique ou est-ce que c'est une véritable évolution? Qu'est-ce qui se passe avec Rode? Écoute, c'est purement de la cosmétique, mais moi, je voulais utiliser ça comme prétexte pour décliner une faute que je connais à leur casque que j'utilise depuis... je suis dans ma 2e année de les utiliser, le fameux NTH 100 qui est sorti il y a environ 2 ans. Et dès l'annonce, j'avais passé ma commande dans un magasin américain pour être sûr de le recevoir. J'adore le son. J'adore, c'est digne de ce qu'il y avait à l'époque des bons vieux AKG qu'on se mettait en studio sur la tête, là. Ça enveloppe bien l'oreille, c'est merveilleux. Mais le problème qu'ils ont une faiblesse au niveau du connecteur qui permet d'ajuster la hauteur du casque sur les oreilles. Et quand même, hein, depuis le lancement, là, ça fait 2 ans, j'entame la 3e année, presque 1 an après l'achat, il y a un des 2 connecteurs qui casse. Systématiquement, je viens de recevoir mon 3e là, parce que le 2e a cassé comme ça. J'ai contacté les gens de Rode et on me dit que là maintenant on va passer au métal. Évidemment on peut toujours les arranger en mettant un collant là, pour les tenir. C'est pas très élégant. Non, puis tant qu'à acheter quelque chose de $200, vaut mieux avoir quelque chose qui tient. Mais sinon, alors je voulais faire mon petit salut aux gens de Rode qui ont vraiment une faiblesse de ce côté-là. Sinon, le casque est vraiment excellent. Mais tout ça, pour revenir à ta question, le White Color ou le White Collection de Rode, c'est l'occasion de retrouver notamment le Rodecaster Duo
qui est fait vraiment pour 2 microphones, plus ce qu'on peut embarquer par Bluetooth ou brancher sur le côté, qui est disponible en blanc, les microphones qui sont en blanc, les supports de microphones qui sont en blanc, tout est en blanc. Et je trouvais ça intéressant de mentionner parce que jusqu'à maintenant, mis à part quelques rares exceptions, tout est toujours en noir. Et là, puis à un moment donné, ça commence à tomber sur... pas sur les nerfs, là, mais ça commence à agacer. Mais là, finalement, il y a un qui décide, le Rode, quand même pas le dernier, qui décide de produire son matériel en blanc. Je voulais quand même le souligner. Ben c'est purement cosmétique en même temps, c'est intéressant. Ça me fait penser, Philippe, au manchon de micro. Toi, tu avais fait, tu sais, tu as d'ailleurs un manchon de micro qui est estampillé. Non, mais Podcast Magazine là, tu veux dire les bonnettes. Les bonnettes de micro. Et tu m'avais parlé d'une entreprise, sont des Allemands, des Autrichiens. Des Allemands, ouais, tout à fait. Des Allemands, Schulz Brackel, qui est c'est eux qui fabriquent en Allemagne les bonnettes, ce qu'on appelle windshield en anglais. Mais des grandes chaises, personnalisées. Non, ils font des bonnettes personnalisées. Ah bah oui, bien sûr. Tu peux avoir ta bonnette. Tu peux avoir ta bonnette Podcast Magazine. Voilà. Tu vois? Donc, et c'est pas. Ça, c'est intéressant. C'est original, ça. Oui, parce que l'an dernier, j'en cherchais et tout ce que je voyais qui était disponible sur Internet, il n'y avait aucun au Canada. Mais c'est là où je dois intervenir puissamment. Philippe, allez. Mais tu n'as pas lu suffisamment bien Podcast Magazine numéro 1. C'est vrai que moi, je l'ai vu dans Podcast Magazine. Car dans Podcast Magazine numéro 1, tu as un code de réduction de 10% pour faire ta propre bonnette personnalisée. Il est plus bon. Il marche plus? Il est encore bon? Non, mais il est plus bon. Ah, mais si, il est toujours bon. Regarde, il vient de te bluffer, là. Il vient de te bluffer. C'est vrai, tu l'as testé. Regarde. Et c'est presque la première fois que je regrette qu'on n'ait pas un podcast vidéo parce que la tête de Philippe, quand tu lui as dit il est plus bon, c'est vraiment quelque chose. Oui, écoutez bien, chers amis. Attends, je vais faire une annonce. Exactement. Je vais faire une annonce. Pour le podcastologue, pour le podcastologue, eh bien, nous ayons un nouveau code de moins 10% pour faire sa bonnette personnalisée avec Schulz Brackel. Merci. Et je vais moi-même en profiter parce que je crois que c'est quand même très très important d'avoir sa petite bonnette. Est-ce que je pourrais avoir ma petite bonnette, par exemple mon carnet, ou je peux faire ce que je veux? En fait, tu envoies ton tout. Si je suis un fan. En plus, c'est à l'unité, c'est-à-dire que tu peux en commander qu'un exemplaire. Ouais, non, ça c'est chouette. Et ça, c'est rare. Mais Philippe, pour corriger, il y a 2 ans, je cherchais. Je l'ai trouvé, la solution, dans le magazine. Mais quand je le cherchais, je voyais rien en ligne. Puis c'est pour ça que je l'ai essayé, mais bon, le coupon... Ce bout sera coupé au montage parce que Bruno, ton rattrapage aux branches n'est pas très crédible. Si c'était le cas, tu aurais une bonnette sur ton micro avec marqué mon carnet dessus. Pas bon. Voilà, tu vois. Ah non, mais là maintenant, on va avoir un bon coupon, chers amis. Nous allons avoir un coupon de 10% chez Papa Schulz Brackel. Schulz Brackel. Ouais. Ah, ça me rappelle cette émission, hein, Papa Schulz, ceux qui ont connu le bon vieux, cette bonne vieille série télévisée. Ouais. Bon. Autre sujet, Bruno, toi, t'avais qu'un seul sujet, c'est vraiment la semaine. Je pense que cet bien épisode parce que va être t'as pas écouté quand au générique tu m'as posé la question et je t'ai parlé de 2 sujets. Non, mais est-ce que tu veux le lancer maintenant? Beaucoup quand on parle. Est-ce que tu veux le lancer maintenant? Ben oui. Non, mais tu veux pas laisser Philippe parler de son grand sujet sur les produits dérivés? C'est toi qui anime. Oui, si vrai. Tu me dis, j'ai pas de deuxième sujet. Non, t'as raison. C'est vrai que après tout, c'est moi qui anime. J'ai tendance à, comme t'as tellement la grosse tête que ça fait casser les casques ça fait briser les casques de chez Rode. J'ai voulu la faire tout à l'heure et je l'avais oublié entre les deux. Peut-être que c'est que t'as la grosse tête, ça brise les casques. Mais je voulais te poser une question sérieuse avant qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'ils t'ont renvoyé, à toi, Bruno, est-ce qu'ils t'ont renvoyé un casque neuf, hors garantie, sous garantie? T'as payé un casque? Non, la réponse de Rode, c'est que ça va leur faire plaisir de la remplacer, mais je dois contacter une entreprise qui les représente au Québec. Et là, c'est de les contacter, puis après, c'est de retourner le casque. Sauf que moi, je travaille avec ça. Je peux pas envoyer mon casque et systématiquement, j'en rachète un autre. Ouais. Et c'est tout. Ouais, en même temps, pour toi, c'est tellement peu. Est-ce qu'on parle de théâtre et podcast? Parlons théâtre. Oui. Mais d'abord, parle-nous de Bliss, de l'événement Bliss. Ouais, alors Bliss, c'est assez impressionnant parce que
On rappelle quand même peut-être Clémentine Gallet qui est une podcasteuse. Je vous invite à réécouter l'entretien de plus de 2 heures qu'on a fait avec Clémentine Gallet et Mathieu Stéphanie dans Podcast Magazine numéro 1, qui est disponible sur l'article en ligne sur le site. J'ai rajouté le podcast à écouter intégralement et je vous invite à le faire parce qu'il y a plein de choses qui sont dites en plus de l'article qu'il y a dans Podcast Magazine numéro 1. Mais elle a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Clémentine, elle était chez TF1, elle s'est dit tiens, j'en ai marre, je vais me lancer. Elle rencontre Mathieu Stéphanie, derrière il lui donne quelques conseils, il y a des entraides et en 2016 elle se lance. Vous imaginez, 2016, aujourd'hui elle a des produits qui sont liés, donc son podcast est basé sur le postpartum et donc elle a sorti ce podcast pour en parler et puis pas que aux femmes d'ailleurs, aussi aux hommes. Petit à petit, elle a développé des produits pour aider aussi les femmes qui sont dans des situations un peu complexes, accompagnés d'audio. Et puis, son podcast prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure du temps. Elle se professionnalise. C'est devenu un vrai phénomène de société, quasiment. Oui, Bliss est devenu... Et donc, elle dit, tiens, elle rencontre quelqu'un qui lui dit, pourquoi tu ferais pas l'Olympia? Et là, n'importe quoi, l'Olympia. En 48 heures, l'Olympia a été rempli. Impressionnant. Avec un événement unique qui finalement a fini par faire une tournée en France, remplie dans chaque salle, 95% de femmes et quand même 5% d'hommes qui, par ce biais-là aussi, découvrent ce qu'est le postpartum. Et donc, il y a toute une économie qui se met en place autour d'elle. Et récemment, les 6 et 7 octobre 2023, elle lance le Bliss Festival. Et donc là, on arrive à un event dédié. Alors, beaucoup de femmes, bien entendu, avec des épisodes en live, des masterclass, des ateliers et des exposants. Ça devient carrément incroyable, un salon. Ouais. C'est formidable comme aventure, quand même. Et avec bien sûr des épisodes en live depuis ce salon-là, et puis des espaces pour les enfants, pour garder les enfants, enfin un truc bien imaginé, bien pensé. Et puis elle a autour d'elle toute une équipe qui la suit bien entendu dans ses lives à l'Olympia et dans les salles partout en France. Et elle a surtout aussi lancé un truc incroyable et unique. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de ces lives internationaux dans les cinémas où il y a des opéras qui se jouent. Et bien elle a fait le sien dans les cinémas et dans les CGR en France, où elle était en live depuis tous les CGR et les gens payaient leur place pour aller regarder le live qu'elle a réalisé dans une salle à Paris. Donc c'est vraiment formidable. C'est un phénomène c'est devenu vraiment un phénomène. C'est une entreprise là, c'est devenu une business, mais c'est aussi un phénomène de société. C'est quand même incroyable. C'est formidable. Et elle est indépendante, c'est surtout ça. Et elle travaille. Ouais. Et elle travaille. Si vous regardez la photo qu'il y a dans Podcast Magazine, c'est son salon. Ouais. Et c'est là où elle travaille, c'est là où elle a son apprenti qui vient, et elle est bien sûr entourée d'autres indépendants, mais elle est indépendante. Alors maintenant, je pense que ça commence peut-être à structurer. Je l'ai pas eu depuis quand même un certain temps, mais c'est vraiment un exemple. Alors à suivre, je ne sais pas, parce que chacun fait un peu comme il veut. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la diversification du podcast est une des grandes questions, et j'en reviens un peu au hors-série que je suis en train de préparer sur la production de podcast et la monétisation. C'est vraiment quelque chose qui est en réflexion dans à peu près 40 à 50% des boîtes de production qui veulent aller au-delà du podcast, proposer des séries télé pour le podcast, proposer des scénarios pour faire des films, pour aussi bien entendu les livres, on entend beaucoup parler. Moi j'ai calculé l'année dernière, à peu près une trentaine de podcasteurs ont sorti un livre papier. Ah ouais, en France. En France. Donc c'est déjà quand même assez important, et ça ne fait que se multiplier. Donc je pense que la diversification est très importante, et il faut pas se mettre de limites, parce que et là j'en viens à mon sujet qui va au-delà de Bliss, qui est quand même ce phénomène, parce que ça a donné des idées, et on a vu naître, il n'y a pas à la rentrée de septembre, différentes annonces qui ont été réalisées. Et là, on rentre dans l'univers culturel du théâtre, ou des petites salles. C'est pas des grandes salles, hein, parce que je vais vous donner le nom des théâtres dans lesquels qui ont décidé de jouer le jeu du podcast. C'est le théâtre Le Pic à Paris, qui fait 150 places, donc c'est pas non plus un théâtre énorme. Et c'était la première communication et surtout la première fois que l'on voyait ça. 6 soirées, 12 podcasts au théâtre
le Pic. Ça veut dire qu'ils réunissent 2 podcasts. Donc le 25 septembre, il y a eu 3 darons, un café et Papatriarcat. Donc c'est des podcasts qui sont pas forcément connus, mais 150 auditeurs qui vont prendre leur place pour 2 podcasts, ils remplissent facile. Ce qui n'est pas forcément le cas, bien entendu, quand on fait une pièce de théâtre. Alors bien sûr, c'est un one shot. On va pas faire des soirées multiples pour ce genre d'événement. Mais qui sait ? Parce que si justement ils voient qu'il y a une demande et qu'il y a, 700, 800 personnes qui demandent à réserver, ils vont faire une deuxième date, une troisième, etc. Et c'est vrai que c'est tellement simple en termes d'installation, de mise en scène, puisque on a une table, des micros, et puis c'est tout. Et une bonne sonorisation. Donc en fait, on a donc ces 6 soirées au Théâtre Le Pic, et puis une annonce un peu plus tard d'un autre événement. Alors là, organisé quand même autant la partie les 6 soirées au Théâtre Le Pic, c'est une idée originale de Diligence. Diligence, on ne sait pas vraiment qui c'est. On a essayé de regarder sur Internet pour voir qui ils étaient. On n'avait pas vraiment beaucoup d'infos sur Diligence. Et là, par contre, a été annoncé juste après, peut-être quelques semaines après, à l'Apollo Théâtre. Alors là, l'Apollo Théâtre, déjà, c'est un théâtre un peu plus grand, puisqu'il fait il y a 4 salles qui disposent entre 360 à 90 places. Les différentes salles. C'est quand même pas minuscule, là. C'est pas des tout petits. C'est pas des petits, mais par contre, là, on a bien sûr en partenaire principal Acast et Amazon Music, qui ont donc une capacité aussi de communiquer de manière assez importante pour ce genre d'événement. Et là, ils annoncent 9 podcasts en or, 5 soirées live, un canapé. Donc en fait, la mise en scène est assez simple. Ils mettent un canapé, ils mettent des micros et ils font un live avec des podcasteurs, et ils mélangent aussi plusieurs podcasts. Donc là, la première soirée dans le communiqué qu'on a reçu aujourd'hui, c'est le podcast Pardon GPT, présenté par l'humoriste Rémi Bois et le streamer Pierre Lapin, suivi par le talk show 4 quarts d'heure de la bande d'amis Alix Camille. Voilà. Donc c'est des gens qui ont déjà des communautés importantes, et donc pour remplir une soirée, et c'est des soirées comme ça toutes les semaines, du 31 octobre, il y a 31 octobre, 8 novembre, 29 novembre, 13 décembre et 10 janvier. On n'a pas eu ça, je pense, Bruno, au Québec. J'ai vu des soirées, notamment lecture. Là, j'ai vu des soirées, je crois que Renaud Bré, qui est une chaîne de librairie ici, a organisé récemment avec des gens du True Crime une séance de signature, parce que nous aussi, il y a beaucoup de bouquins qui ont été des déclinaisons de podcasts, mais j'ai pas vu de pièces de théâtre ou de phénomènes comme ça aussi impressionnant que à moins que tu aies à part Mike Ward. On a eu Mike Ward quand même. Ben oui, qui a quand même réuni 22 000 personnes dans l'équivalent de l'Arena Défense. Les gros events, c'est oui, mais là on est dans un phénomène qui est plutôt dans le quotidien. Ouais. Non, puis on est surtout, la grosse différence entre Mike Ward, qui est un humoriste, qui a beaucoup travaillé pour son podcast, hein, ça s'est pas construit en un jour, ça a mis très longtemps, c'est que c'est aussi le show d'un humoriste. Les gens vont voir l'humoriste Mike Ward, tu comprends, quand ils vont... c'est un talk show qu'il fait, c'est un peu comme si Arthur, plutôt que faire son show sur TF1... Exact, donc ils vont voir un spectacle. Alors que quand même, dans le cas de Bliss, on est vraiment dans du contenu. Les gens vont voir le contenu d'un podcast et quelqu'un qui n'est pas une personnalité en dehors de son podcast, au fond. C'est ça que moi, je trouve assez intéressant aussi. C'est qu'elle a construit son branding avec uniquement sur son podcast et non pas sur un passé d'artiste, quel que soit, tu vois. Mais en France, depuis un an, je remarque qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça. D'ailleurs, certains se sont mis au podcast et invitent leurs fans. Tu parlais pour Blitz, mais il y en a une autre dont j'oublie le nom, je m'excuse, qui est une vedette, une jeune femme là, de l'influence, et qui justement a convié tous ses fans à l'Olympia, et qui en a profité pour faire son podcast. Anna RVR, ouais, exactement, qui était le week-end dernier. Et d'ailleurs, on a un cerveau qui était sur place pour nous faire un papier dans le prochain magazine numéro 4. Les cerveaux, c'est vos envoyés spéciaux de Podcast Magazine. Des Podcast Magazine. Est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de Podcast Magazine? Tu te remarques qu'on parle du numéro 4? Oui, on parle du numéro 4. On est dans le numéro 4 déjà. On n'a pas commencé à faire le chemin de fer, mais on est dans le numéro 4. Non, écoutez, oui, Podcast Magazine, il est toujours en gestation.
on va dire. Et la gestation, ça peut durer, comme on sait. Et ça, Bliss Story ne pourra pas mais l'objectif est bien sûr la sortie avant Noël pour le cadeau de Noël. Et on croise les doigts pour arriver à trouver le bon imprimeur qui arrivera à nous le faire dans les conditions qui nous permettent de pouvoir l'imprimer, parce que ça a encore changé. Ça a encore changé au niveau des tarifs. C'est ça, c'est cette question du papier, là, on dérive 2 minutes là-dessus, mais quand même, c'est toujours aussi éthique que ça. Ça s'est amélioré, sauf qu'il y a des imprimeurs qui en profitent, et puis tout est une question de quantité. Il y a quand même des coûts d'électricité qui ne font que augmenter en France. On attend une nouvelle augmentation de 10% dans peu de temps. Et c'est les entreprises. Bientôt, il faudra penser à venir imprimer ici au Québec et en renvoyer par bateau. Et en fait, ça va peut-être être je pense que l'impression à l'étranger commence à devenir une option. Pour rien vous cacher, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas imprimer ailleurs qu'en Corrèze avec l'imprimeur que j'utilisais depuis toujours, et j'aime bien faire travailler les gens en France. Et là, en fait, il s'avère que ça va être très compliqué parce que Québec, mais après il y a le transport. Oui, mais Bruno, on veut pas d'ennui avec la mafia corrézienne. Je pense pas que ce soit une bonne option pour nous. Ça, c'est ta déformation professionnelle. Non, après ce qu'on peut simplement dire, voilà, par rapport c'est le magazine, mais c'est bien sûr, c'est que entre temps, on essaie toujours de mettre du contenu sur podcastmagazine.fr. On a remis à jour un peu la page d'accueil de Podcast Magazine. On a simplifié la page d'accueil, et donc on essaye de continuer à développer bien entendu de l'actualité sur podcastmagazine.fr, et si tout se passe bien, on devrait arriver à le sortir. Quoi qu'il arrive, ce qui est 100% certain, c'est que s'il ne sort pas pour Noël, pour des raisons diverses et variées, et surtout la raison d'imprimeur, pour le Paris Radio Show, il sera bien là et disponible de manière là à 100%. Ouais. Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Puis on est très impatient, surtout maintenant que je l'ai terminé après quasiment 6 mois de lecture attentive. Bruno, est-ce que... Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas trop tard pour ajouter un coupon. Non, il n'est pas trop tard pour ajouter. Non, mais on le rajoutera dans le podcastologue. Tu vas nous l'envoyer rapidement, puis j'ajouterai on revient sur le coupon de la bonnette du micro, évidemment. Philippe et Bruno, vous aviez suivi, et nos auditeurs et auditrices certainement aussi. Bruno, est-ce que tu veux nous parler de ton deuxième sujet? Oh, qu'est-ce que c'est bien, tu t'en souviens? Wow, c'est très fort. Non, je n'ai rien oublié. C'est une belle chanson, ça. Oui, c'est juste un clin d'œil, justement, pour que les gens à qui s'adresse le message n'oublient pas. La rétrospective 2023 de Spotify, ça s'en vient. Et à l'intérieur de cette rétrospective qui rappelle aux utilisateurs de Spotify ce qu'ils ont entendu, maintenant, il y a aussi les podcasts. Alors, il y a Spotify qui a envoyé une petite note récemment pour rappeler aux podcasteurs qu'ils pouvaient personnaliser leur page et donc donner plus d'informations, rappeler aux gens où leur auditeur ou leur auditoire pouvait les contacter, les suivre. Les podcasteurs pouvaient également ajouter une sélection de podcasts qu'ils recommandaient. Alors, il s'agit de le faire très bientôt, parce que après, il sera trop tard. Et donc, la rétrospective 2023 de Spotify va partir et vous aurez raté l'occasion d'avoir ce contact supplémentaire avec votre auditoire. Alors, c'est un petit rappel. Ouais, c'est quelque chose auquel moi je pense pas trop. Tout ça, c'est des petits détails. À propos de Spotify, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Puis c'est pas uniquement un détail. Là, je sais pas si vous avez vu cet article. Je mettrai le lien de l'article dans la description de l'épisode. Mais c'est un article assez intéressant sur justement le changement de stratégie. C'est dans The Verge. C'est sur le changement de stratégie de Spotify qui est assez difficile à comprendre quand on n'a pas une vision d'ensemble, mais on voit que Spotify est en train de pivoter sur son axe. D'abord, le bénéfice d'exploitation, ça c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau avec Spotify. Là, ils accusent, le mot est mal choisi, mais en tout cas, ils engrangent un bénéfice d'exploitation, surtout grâce à l'augmentation des prix. Ils disent qu'ils ont réduit aussi des coûts sur le podcasting. On le sait, ils ont coupé. Ils se sont séparés de Gimlet et de Parcast, donc ce qui déjà est une coupe assez importante. Et puis il y a un focus dans cet article de The Verge, on pointe le focus sur l'intelligence artificielle et sur l'efficience.
plus que sur l'efficacité. Hein. L'efficience, c'est le rapport coût-résultat. Et donc, on dit que on va miser sur l'IA pour améliorer les processus internes, pour créer des outils comme la traduction automatique. Donc ça pourrait être un gros bonus que Spotify va apporter. On met moins d'accent sur le contenu original. Hein. On le sait, il y a eu un petit repli après les gros coups d'achat qui ont été faits par Spotify au début pour concurrencer vraisemblablement Apple Podcast. On joue beaucoup sur la publicité audio. Là, on est en train de mettre vraiment l'emphase sur la publicité. Et puis, à côté de ça, on a vu que Wondery, qui appartient à Amazon, va rendre ses podcasts disponibles sur Freevee. Je sais pas. Alors moi, je connais pas. C'est un service de streaming vidéo. Je sais pas si vous connaissez ça. Freevee. C'est détenu par Amazon, donc c'est un peu un lien interservice. Mais c'est un peu dans l'optique d'augmenter la visibilité des podcasts. Et puis tout ça quand même, ça nous amène à nous poser la question de Spotify par rapport à tout ce qu'ils ont fait au début. Là, on sait qu'ils ont fait des grosses acquisitions, ils ont payé, on sait pas finalement combien ils ont payé, $200 millions, Joe Rogan. Est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 200? Il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé. Ça fait pas 300 millions? C'est ça. Est-ce que c'est 300 millions? Bref, en tout cas, c'est très très cher pour ce que c'était. Mais est-ce que, alors j'ai beaucoup lu, je sais pas si vous l'avez lu aussi ces derniers temps, on parle de tassement, de repli, de l'univers du podcast. Moi, j'ai pas du tout l'impression. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup plus à une restructuration, un rééquilibrage, puis un recentrage. Ouais, ils se sont quand même un peu plantés. Hein. Je dois quand même. Quand tu es une entreprise comme ça, il y a quand même eu pas mal de gens qui se sont fait virer. Donc je pense qu'il y a quand même eu des décisions qui ont été faites un peu à la va-vite. Et là, il y a eu un recentrage depuis maintenant 1 an, avec quand même énormément d'arrêts de coproduction avec beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses. Moi, je pour en avoir parlé encore une fois avec tous ceux qui produisent des podcasts et qui ont des boîtes de prod, l'arrêt d'investissement de toutes les plateformes, parce que une fois que Spotify a commencé à arrêter, toutes les autres ont arrêté aussi. Ça laisse quand même présager un moment pas facile. On peut pas dire que Amazon ait beaucoup investi dans la production. Non, mais c'est encore les seuls à être présents et à investir. On les voit quand même assez actifs, en tout cas en France, et on les voit aussi à l'étranger pas mal. Bon, ne serait-ce que là pour le truc du théâtre, alors c'est des petites choses, mais ils sont quand même là. Et puis. Ils sont plus actifs dans la promotion. Pardon, je te coupais, mais je trouve qu'ils sont très actifs dans la promotion et il faut le souligner parce que c'est bien, ils le font aussi au Québec. Ils ont soutenu des podcasts en faisant de l'affichage, des choses comme ça. Ils ont soutenu le Paris Podcast Festival cette année. Donc, ils sont très actifs dans la promotion. Ils sont moins actifs dans la production. C'est ce que je voulais dire. On les voit pas énormément dans la production, surtout dans les grosses productions. Mais pardon, tu veux poursuivre ton... avant que tu poursuives, je voudrais quand même interroger Bruno parce qu'on est sur le côté nord-américain. Moi, je trouve que et je comprends que du point de vue franco-français, on soit étonné de la stratégie de Spotify, mais Bruno, toi qui connais très bien les entreprises en Amérique du Nord, aux États-Unis, j'ai pas l'impression que ça soit une stratégie si fantaisiste que ça pour une entreprise, tu vois, qui évolue dans le monde entier, notamment qui est très implantée aux États-Unis. Le fait de jouer gros à coup de gros achats, d'ouvrir des projets, de couper des projets. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup ici en Amérique du Nord. On lance des projets, puis finalement on change de stratégie, on ferme carrément, on se débarrasse de certaines choses. On peut appeler ça de la souplesse, on peut appeler ça aussi de l'autre côté d'un manque de visibilité à long terme, en tout cas d'une adaptabilité un peu rapide. Mais tu vois, Bruno, ce que je veux dire? Il faut se rappeler que dans les premiers mois de l'arrivée de Spotify dans le domaine du podcast officiel, c'est là où tout s'est joué. Hein. Gimlet, Joe Rogan et tout ça. Ça a été une période, mais pour eux, c'était important de marquer leur arrivée dans le podcast. Alors, l'argent était pas un problème, là. Et ils ont investi, ils ont marqué, puis ils ont eu raison parce que ils ont pris, dans certaines parties du monde, une très large partie de l'auditoire du marché des gens qui écoutent des podcasts. Alors, juste pour ça, ça valait la peine. Maintenant, maintenant qu'ils ils ont fait l'acquisition, les habitudes sont en place, effectivement, ils coupent, et ils sont en mode de rationalisation comme la plupart des géants dans le monde du divertissement. Il y a personne à l'heure actuelle, Philippe, tu me diras si je me trompe, là, mais il y a personne dans les grands joueurs du divertissement, même numérique, qui investit et a
annonce des grandes folies. Tout le monde est en train de rationaliser. C'est la même chose particulièrement au Canada où c'est des annonces de coupe partout. T'sais. Ben écoutez, oui, non, mais écoutez, j'ai vu passer ce matin chez Statista, qui est donc un institut de statistiques là, justement les plus gros licenciements dans la tech, dans l'univers de la tech. Et je voyais depuis 2020, Alphabet a licencié 12 000 personnes, Meta 11 000 personnes, Amazon 10 000 personnes, Microsoft 10 000. Donc on est vraiment dans des changements de paradigme importants, et les entreprises de podcasts qui sont quand même relativement limitées en termes de moyens, bah oui, elles licencient à hauteur de ce qu'elles sont. Non, mais aussi. on est dans une crise. Faut quand même. Mais on n'est pas dans une crise de l'univers audio numérique. On est dans une crise économique. On est dans une récession économique globale. Et qui touche dans le les cadre de la. Ouais. Qui touche toutes les industries. Et dans le cadre évidemment, la tech fait partie des industries qui sont touchées. Est-ce qu'on a fait le tour de nos sujets? Parce que j'aimerais vous entendre sur le micro, parce que c'est vous qui finalement êtes mes oreilles test. Moi, j'ai une petite Bruno, dernière. un petit ajout. Oui, parce qu'à l'occasion, on parle du service Headliner que des podcasteurs utilisent, notamment pour faire les audiogrames qui leur permettent par la suite d'avoir... Que tu utilises beaucoup, toi, hein? Ben, à l'occasion. Ben non, c'est vrai, t'as raison. Je l'ai tellement automatisé que j'oublie que je l'utilise. Mais la version disponible de mon carnet en version audio seulement sur YouTube, elle est automatisée par Heureusement, Headliner. je suis là pour te rappeler. Mais merci. J'irai voir pour voir si ça fonctionne bien. Ça fait au moins 6 mois que je ne suis pas passé. Mais non, Headliner, très intéressant. Maintenant, je voyais une note qui est passée qui offre la transcription gratuite pour les gens qui utilisent leur service pour faire l'audiogramme. Et c'est disponible dans une dizaine de langues, dont le français. Alors, si ça peut vous intéresser, c'est un service de plus qui est offert maintenant par ce service-là. L'autre élément, ce que ça m'appelle comme commentaire, c'est que j'ai reçu 2 courriels de la part de Descript qui me proposaient de me fournir une vidéo pour apprendre à raccorder Descript et Squadcast. Comme vous le savez, les 2 compagnies ont fusionné, et j'avoue que je n'ai toujours pas raccordé les deux, et c'est assez critique parce que pour moi, ce service-là, il est incompréhensible. Alors Descript, on en a parlé d'une usine à gaz, et raccorder les deux, je ne sais absolument pas combien de temps ça va me prendre de le faire, et j'ai tellement pas envie de le faire que je vais arriver à un moment donné où je vais arrêter ces 2 abonnements-là, parce qu'effectivement, c'est des services qui sont déjà offerts ailleurs et qui sont au moins aussi bien offerts ailleurs. Mais Descript, c'est quand même assez surprenant. Descript, c'est tellement l'exemple de la bonne idée mal réalisée. Ah, ils vont finir par se péter la figure, parce que je vois pas comment ils vont s'en sortir. Hein. C'était déjà, on en a déjà parlé, hein, c'était déjà un peu une usine à gaz, et là ils rajoutent une couche. Moi je pense qu'une usine à gaz plus en plus un nouveau tuyau qui arrive par-dessus, c'est compliqué à connecter tout ça. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce micro? Alors, j'explique comme d'habitude, on a joué ça hors micro pour pas nuire à ma petite réputation dans cet univers. Et réduire de 30 minutes la durée du podcast. Réduire de 30 minutes là. Oh, que t'es médisant. Donc, quelle problématique? La problématique, c'est quand même récurrent, c'est l'amplification, hein. J'ai eu un vrai problème à aller avoir un résultat potable en termes de sortie. Comme le disait Philippe, il aurait fallu mettre un cloud lifter, ce que je n'ai pas voulu faire parce que je voulais essayer de m'en sortir avec ma Rodecaster, mais ça m'a quand même pris, comme on dit au Québec, tout mon petit change. J'ai dû pousser les réglages de la Rodecaster au maximum. On est vraiment au taquet de ce que la Rodecaster peut offrir. Et on a un son qui est quand même de bonne qualité. Ce qui est surprenant, qui est pas tant que ça avec ce micro, qui est un micro de chant, qui est un micro qui quand même est historiquement un micro de scène. Il faut vraiment être face au micro, il faut être le nez dessus quasiment. Je serais curieux de m'entendre après, parce que je m'entends à travers les écouteurs, mais c'est jamais la même chose. Mais qu'est-ce que vous pensez de la voix? Vous aimez ça? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est riche? Moi, je suis déçu d'une chose, et c'est de son système qui normalement aurait dû le protéger contre les pops, et qui est pas du tout en place, et qui est pas du tout. C'est bien la question que je me suis posée. Je t'entends popper depuis le début, mais je voulais les laisser parce que les gens l'entendent. Ouais. Et normalement, ce micro-là, en tout cas la version que moi je connais, il y avait pas de popage là.
il supportera difficilement un filtre anti-pop parce qu'il est pas du tout fait pour ça. Il est ultra esthétique. Alors c'est un super micro. Attention, la fabrication du micro est extraordinaire. Il est c'est une belle pièce. En métal. Il est lourd, il est solide. C'est certainement un micro qui dure 50 ans facilement. Il est ultra simple. Évidemment, il joue sur son esthétique. Ouais. Exact, sur son héritage autant que sur son esthétique. C'est un cardioïde, donc il est tout à fait adapté d'ailleurs à la prise de son en studio, mais c'est vrai que en dehors de son aspect extrêmement esthétique, moi aussi je me suis posé la question du pop, et tu vois, si tu dis que tu l'entends popper, c'est pas super bon signe. Mais Philippe va probablement me corriger et j'espère m'appuyer. Ce modèle-là fait partie de ces micros qui demandent une technique pour parler, pour l'utiliser. Ouais, je suis d'accord. Et ça, j'en ai eu là dans ma carrière quand j'enregistrais de la musique et qu'on mettait une vingtaine de micros enlignés pour justement trouver le bon micro en fonction du chanteur ou de la chanteuse et de la voix qu'elle avait puis de ce qu'on voulait rendre. Ben, ce modèle-là en particulier, moi, je l'adore, mais il faut savoir l'utiliser. Ouais, et en fait, c'est un peu le souci de ce genre de capsule qu'il y a à l'intérieur de ce micro Shure. Il doit être vraiment alimenté, il doit être lifté. Pour qu'on soit assez pas trop proche de lui et justement éviter de popper. Et là, étant donné que tu es obligé de booster un peu son signal, tu vas être proche de lui pour qu'on... Alors par contre, il y a un grain qui est assez sympa de la voix. Là, on peut dire qu'au niveau du grain et de l'intensité de ta voix, elle est assez agréable. Par contre, c'est vrai que le pop est très embêtant, mais parce que tu es trop près du micro. Mais ça c'est un point qui effectivement est important. Puis c'est bien de l'amener parce que ça va permettre aux gens aussi de se poser la question, l'équilibrage entre le gain justement et la qualité de la sortie. Faut toujours chercher à avoir un gain qui soit suffisamment bon pour effectivement aller chercher la voix à son meilleur, aller chercher le meilleur endroit où la voix de chacun se trouve. Et Bruno, tu disais quelque chose de très important que j'ai déjà lu dans plusieurs articles, c'est d'essayer les micros si possible, parce que tous les micros ne vont pas à toutes les voix, et si vous voulez vraiment avoir le meilleur de votre voix, n'hésitez pas à essayer des micros. Un Shure ne donnera pas la même chose que un Audio-Technica, qui ne donnera pas la même chose qu'une autre marque, etc., etc. Faut vraiment, et même dans les marques, il y a différents micros qui vont aller chercher différents éléments de la voix. Il faut vraiment ne pas avoir peur de l'essayer. Bruno et Philippe, vous vouliez réagir à ça? Ouais, je voulais juste dire que de tous les micros que tu as essayé jusqu'à maintenant sur le Podcastologue, c'est probablement celui qui va chercher le grain ou qui met en valeur le grain de ta voix. Ouais. C'est parce que je sens pas qu'il y a d'effet, c'est vraiment une prise de son et ta voix, elle est vraiment belle là-dessus. Ah, il est plat. Moi, dans le Rodecaster, je suis resté complètement plat là, il y a aucun effet de la Rodecaster. Ouais. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que ce micro, si vous prenez l'exemple de Bourdin à l'époque, quand il était sur RMC. Oui, oui. Donc oui, Jean-Jacques Bourdin, sur RMC, quand il était sur RMC, avait un micro qui était apparemment ce Shure-là, et en fait, à l'intérieur, ça n'était pas du tout cette capsule-là qui était mise, et il était très loin de ce micro. Il n'était pas vraiment très très proche, il n'avait pas la bouche très proche. Mais on l'utilise souvent dans des décors de télé, ce micro-là. Oui, mais parce qu'il est mythique. Il est très beau. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Mais Philippe, il n'y a pas une personnalité de la musique que tu connais qui utilise ce microphone-là? Si, bien sûr, c'est Sting qui utilise ce micro. Alors, c'est pas exactement le même micro, hein. C'est une version avec, à l'intérieur, la mousse est bleue. Donc, il est assez joli. Et c'est aussi pour ce côté esthétique. Et à l'intérieur, c'est une capsule qui est un tout petit peu différente, qui a été ajustée pour Sting. Alors, comme on dit au Québec, cette séquence était stagée, c'est-à-dire que Philippe nous avait raconté l'anecdote avant et que Bruno, en intervieweur professionnel, l'a amené à se livrer. Habile. Donc, grande méfiance quand vous êtes interviewé par l'excellentissime Bruno Guglielminetti. On vient d'avoir un exemple de ce que ça peut donner un masterclass. Exactement. Vous venez d'avoir un exemple de masterclass d'entrevue. Messieurs, est-ce que vous êtes au bout de vos
vos arguments, de vos éléments de la moi, journée. Je voulais simplement noter un événement qui est assez remarquable et qui a lieu là le 23 et le 24 novembre à Lyon. Donc c'est pas à Paris, qui s'appelle Podcast Hotel. Ah oui, j'ai vu passer ça. Raconte-nous ça. De quoi s'agit-il ? Alors, Podcast Hotel, en fait, c'est le Hôtel 71, qui est un lieu d'accompagnement, qui est aussi une maison commune, en fait, où ils ont des activités médias et culturelles sur l'entrepreneuriat et qui, un peu, vous savez, qui accompagne les entreprises. Et ils ont décidé de lancer un événement pour consacrer au podcast à Lyon à destination des porteurs de projets et du grand public. Donc, en fait, il y a une programmation assez sympa. Le jeudi 23, donc à partir de 18h30, il y a la nouvelle directrice d'Arte Radio, Perrine Kervran, qui a remplacé donc le non célèbre Richard Gere. Richard Gere, exactement. Mais non, c'est pas Richard Gere. C'est Gere. C'est ça. Sylvain Gere qui a pris sa retraite et qu'on salue. Tu es tombé dans le panneau. C'était pourtant quand même énorme comme piège. Enfin bon. Je savais pas que Richard Gere était rendu à la radio. Sur Arte Radio. Il nous ressemble un peu. Sylvain Gere. Et puis le lendemain, un programme assez sympa avec des keynotes, donc Arcom et Acast. Bon, bien entendu, l'espace Hôtel 71 est aussi sponsorisé par Acast. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est quoi pourquoi Hôtel Ça s'appelle Podcast Hotel. C'est un événement. Ils ont trouvé. C'est dans un hôtel Non, c'est parce que c'est l'Hôtel 71. En fait, Hôtel 71, c'est ce lieu d'accompagnement qui s'appelle Hôtel 71. Ah, d'accord, et donc, ils font une thématique podcast et ils ont appelé ça Podcast Hotel parce que c'est Hôtel 71. Ça, c'est comme mon carnet qui n'a rien à voir avec la technique. Exact. Non, mais c'est parce que j'ai vu passer vous avez partagé ça au Podcast Magazine et j'ai vu passer sur LinkedIn ce matin, je crois d'ailleurs, et il y a une sorte d'illustration qui représente un hôtel. Donc, je me disais, ok, ils se sont attribués un hôtel et ils font ça dans un hôtel. Comme nom. Oui, non, et puis il y a un côté sympathique, on vous accueille et tout ça, je trouve ça très cool. Et donc toute la journée, il y a une autre manière de soutenir la création indépendante, de l'hébergement à la monétisation, il y a des speed podcast meetings. Tiens, ça, on se demande d'où vient l'idée. Comment créer des nouveaux imaginaires sociaux désirables, réveiller le désir d'Europe grâce au podcast, présentation de projets Les Staffettes et Super Natif, qui est un podcast qu'on retrouvera d'ailleurs dans le Podcast Magazine numéro 3, avec Super Daily, qui en était à leur 1000e épisode, un podcast que personne ne connaissait vraiment. C'est une boîte de com de Lyon qui est devenue aujourd'hui le premier podcast sur les réseaux sociaux et je vous invite à l'écouter, qui est assez sympa. À ce point-là. Ouais. Il faut quand même, il va falloir un jour qu'il y ait un truc Super Daily. Moi, ça me dit pas du tout que c'est un podcast français sur les réseaux sociaux là. Ah oui. Franchement, l'agence s'appelle Super Natif, donc obligatoirement Super Daily, et ils font une quotidienne sur l'actualité, mais depuis 1000 épisodes quand même. Donc ils ont démarré il y a 5 ans. Je comprends, mais en termes de recherche, de découvrabilité, c'est vraiment... Oui, non, mais c'est clair. Et ce qui est notable, alors tiens, en termes de découvrabilité, vous regarderez sur Podcast Magazine, il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée de sortir un podcast qui s'appelle Titre. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est sur les livres, c'est sur la littérature. Oui, c'est sur la littérature. Non, mais c'est impossible de lancer un nom comme ça pour avoir du référencement. C'est totalement impossible. Oui. Donc mais dans leur esprit, c'est sur la littérature, sur les livres. Donc, on va appeler ça cela Titre. dit, le fond, sur le fond, c'est une bonne idée d'appeler un podcast Titre. Mais Titre, c'est tellement connu et en plus sur le web. Titre, c'est carrément... bon, bref. Voilà, et donc il termine la soirée quand même à noter avec le DJ set de Camilio Diao jusqu'à tard minuit. Donc si vous êtes à Lyon sur ce week-end-là, d'ailleurs ils m'ont envoyé un petit mail pour me demander si je pouvais mettre quelques podcasts magazines. Rappelle la date, c'est quand ? 23 et 24 novembre. Entrée libre sur inscription, et vous avez l'inscription sur le site. Alors vous avez le lien sur podcastmagazine.fr dans la partie agenda, et sinon vous allez sur hotel71.eu
et vous allez voir. C'est vous allez vachement avoir sympa le ça. podcast Ça c'est total. vachement sympa. On n'a pas beaucoup de choses comme ça ici au Canada. Il y a le podcast Movement qui se prépare avec sa version Révolution là, qui va être peut-être un peu plus business à Los Angeles à la rentrée en février, auquel j'irai peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose de convivial comme ça, un peu plus en format plus léger là que et quand on regarde bien quand même la France, et Philippe, tu fais partie de ceux qui organisent beaucoup de choses quand même, la France est très active dans ce domaine-là. Là, il y a beaucoup de rencontres à chaque fois. Il y a quelque chose qui se passe et c'est quand même une très très bonne nouvelle. Alors oui, Bruno, une dernière, oui, vas-y. Dernière information, un scoop pour le podcastologue. La dernière minute. Ouais, j'annonce la toute fin de cette expérience qui a été Radio Mon-Carnet. Non. Mais non. Ouais. Comment oui. ça? Ah, mais c'est énorme. Ah oui, mais maintenant, je vais l'écouter alors. C'est une grande tristesse. Est-ce que tu as noté, parce que je sais que Oui, je sais, j'ai vu ta belle mention. Ouais. Bon, mais oui, mais alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais raconte. Pourquoi? Raconte Là, l'aventure. non, mais là, allez, t'as 5 minutes pour nous parler de. Oui. D'abord, t'expliques ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est Radio Mon-Carnet. Ah, si. Ouais, Radio Mon-Carnet. Mais Radio Mon-Carnet, c'est une radio donc en continu qui existait depuis 1 an bientôt. Et pour moi, c'était un test. Alors de voir quel serait l'attrait d'avoir une diffusion en continu d'entrevues essentiellement qui ont été faites, plus que 1000 entrevues qui sont en rotation, 24 heures sur 24, des entrevues que j'ai faites, mais aussi ceux de Jean-François Poulain et puis des commentaires aussi de Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Et ça a quand même bien fonctionné. Hein. C'est une moyenne de 500 auditeurs par semaine pour une radio sur le web qui est pas du tout présente, qui est pas publicisé, ça fonctionne bien. Oui, Stéphane? Oui, je voulais juste que tu expliques le processus parce que c'est quand même plus simple que ça n'y paraît. Tu t'es appuyé sur Radio King, c'est ça? Oui, tu t'es appuyé sur une infrastructure qui existe déjà qui te permet de lui insérer directement ton contenu. Exactement. Il y en a plusieurs qui existent, mais j'aimais bien l'idée d'appuyer une entreprise française, malgré son nom, la Radio King. C'est le patron actuel. C'est bien une entreprise française. Ben oui, on reconnaît tout de suite au nom. C'est l'ancien patron le patron actuel de Ocha qui avait parti ça avec des collègues à l'époque. Et puis, donc c'est ça. Alors, j'ai voulu tester le marché, voir ce que c'était. Mais essentiellement, ce que ça m'a confirmé, c'est que si on veut que cette radio-là fonctionne, et Philippe, tu vas tellement rire, mais et c'est ce qui explique que dans le paysage, on voit tant de publicité de stations de radio, peu importe où on est dans le monde, c'est parce qu'il faut toujours rappeler à l'auditeur la présence, la disponibilité de cette radio-là. Ben oui. Ce qui est la grosse différence avec le podcast. Dans le podcast, il est là, les gens s'abonnent, puis ils le reçoivent, tu fais des coups, puis ça va chercher d'autres personnes. Mais la radio, ça roule 24 heures sur 24 et il faut constamment leur rappeler qu'elle est là. Et j'ai fait des tests, je me suis amusé avec, j'ai fait des diffusions en direct, ça a permis de voir un peu comment les gens roulaient. Mais c'est ça, c'est une moyenne de 500 personnes. Et alors évidemment que je salue s'il y a des gens parmi vous qui nous écoutez, qui sont passés sur Radio-Canada. Radio Mon-Carnet. Lapsus, les révélateurs. Ouais, il fait un petit peu de publicité au passant pour ses amis. Mais ça a été fort intéressant comme test. Mais s'il confirme. Pourquoi tu mets fin au test? Parce que moi, je me donnais... Non, écoute, ça coûte pas tellement cher. Hein. Ça me revenait peut-être à quelque chose comme 150 $ canadiens par année pour le service. Mais je me dis que moi, je m'étais donné 1 an pour tester la formule, pour voir ce que c'était, d'avoir sa propre station de radio sur le web. Et puis j'ai fait le test, je suis content de ce que ça fait. Oui, Philippe, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que... j'avais plusieurs idées qui sont croisées là. Est-ce que ça a un lien avec le fait que ça a été racheté? Non, rien du tout. Hein, on est d'accord. Non, pas du tout. Ah bon, non. Et c'est drôle parce que j'en parlais complètement accidentellement dans l'infolette du podcastologue. Ouais, la semaine dernière, je te lisais sur le sujet. Ouais. Et oui, tu m'ouvres la porte pour faire un retour publicitaire sur cette formidable infolette qui est maintenant bien... C'est habile de ma part. Hein. Oui, c'est très habile de ta part. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais on est aujourd'hui à 980 abonnés, ce qui est quand même pas mal hein, pour une petite infolettre sur LinkedIn. Et j'y parlais justement du fait que selon un
une étude qui a été menée aux États-Unis par Podcast Radio Network. Eh bien, il y a 81% de leurs répondants qui disaient qu'ils seraient intéressés à écouter une radio qui diffuse uniquement des podcasts sélectionnés. C'est un peu ce que tu as fait, sauf que on est dans ton univers à toi, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une sorte de retour comme ça sur soi-même, une sorte, je sais pas comment verbaliser ça réellement, mais une sorte de retour de la radio étant quand même le grand-parent du podcast, qui revient à la radio en réinsérant du podcast dans un contenu linéaire. C'est quand même assez incroyable. C'est probablement Philippe qui pourrait mieux nous en parler, mais bon, il y a quand même Radio Podcast à Londres qui roule depuis quelques années et qui connaît un certain succès. Qui a été lancé aux États-Unis là, récemment. Ouais. Et c'est un succès alors, c'est un succès parce que eux, ils ont un moyen de communication et surtout, ils sont partis sur la FM. Tout ça pour vous dire, et j'en reviens à ma remarque que je voulais faire tout à l'heure avant de partir sur le fait que ça ait changé de propriétaire au niveau de Radio King, puisque c'est Towercast Energy, le groupe Energy qui a racheté Radio King. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique avéré à la web radio. Il y a la possibilité bien sûr de lancer des flux de musicaux et d'avoir un sponsor qui va vous financer les quelques centaines d'euros que ça va coûter, parce que c'est vrai que ça n'est pas cher, mais c'est quand même de l'argent. Et au-delà de cet argent-là, si tu dépasses les 1000 auditeurs simultanés, parce que là tu parles de 500 auditeurs, mais c'est 500 auditeurs qui ne sont pas simultanés, c'est des auditeurs sur un mois qui sont de manière disparate, donc ils peuvent faire ça sur des serveurs mutualisés. Dès qu'on a des auditeurs simultanés et qu'on commence à monter au-delà de 1000 auditeurs simultanés, là le coût n'a rien à voir. Et qui dit après web radio, dit si on veut vraiment faire de la web radio et pas simplement du podcast rejoué sur sa web radio, il faut l'animer, il faut la rendre vivante, et là, c'est des ressources humaines. Et dès qu'on parle de ressources humaines, tout de suite, le coût explose. Et la publicité ne tient pas sur le web, puisque la population est mondiale et c'est très compliqué. Donc je dis pas qu'il n'y a pas, je dis qu'à 99%, il n'y a pas de modèle économique à la web radio. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire. Ça veut pas dire qu'il y en a qui s'éclatent pas à le faire. Et il y a des web radios comme ABC Lounge qui fonctionnent comme incroyablement. Radio Me qui a développé, qui était une des premières radios, web radios à cartonner en France, et ils ne gagnaient pas d'argent, donc ils ont fait des événements pour produits dérivés pour arriver à s'en sortir, et c'est toujours difficile. C'est compliqué parce que, encore une fois, et j'en terminerai là-dessus parce que je pourrais parler des heures et des heures sur la radio et sur l'audio en général. La difficulté de la radio, c'est que au fond, la radio, elle n'est pas faite pour être enregistrée. Elle est faite pour être écoutée, et on est là pour être dans l'instantané. Dans l'instantané. Ouais. Là où le podcast, lui, est fait, bien entendu, pour être écouté dans le calme. Mais on pourrait avoir une discussion peut-être un jour où tu pourras pas te libérer, Philippe, compte tenu de tes nombreuses obligations, mais ça arrive de temps en temps, ou que la Covid vienne te retrouver une nouvelle fois. On te souhaite le meilleur. Mais si jamais ça arrivait, on pourrait parler à Bruno. Non, mais c'est parce que c'est un sujet qui intéresse moins nos amis français de France, mais on pourrait parler de justement la web radio Québec et les choix qui ont été faits par Québecor. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, des grosses coupures, 547 postes qui ont été coupés dans le milieu de l'information chez Québecor, qui est vraiment un événement ici qui fait une déflagration incroyable. Mais aussi, Québecor dispose d'une web radio et plus qu'un studio. Ils produisent du podcast, ils diffusent du podcast, etc. Mais moi, ça m'a toujours interpellé cette idée de web radio qui est comme une sorte d'interstice entre la radio et le podcast, et j'ai l'impression que quand on fait vivre comme ça une web radio et qu'on y met beaucoup d'argent, ce qui est le cas de Québecor, on envoie un petit peu de l'argent quelque part entre l'arbre et l'écorce, et je suis pas sûr que ça soit d'une très grande efficacité. Le modèle de podcast radio fonctionne pourquoi ? Parce qu'ils ont des fréquences DAB en Angleterre et qu'il y a un modèle économique par le biais de la publicité. Aujourd'hui, si on n'a pas une assise sur un auditoire avéré avec une mesure d'audience avérée et des KPI, c'est-à-dire des statistiques des auditeurs
l'âge qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils consomment, comment ils mangent, etc., c'est très compliqué de pouvoir aller trouver un modèle économique. Ils ont ça parce qu'ils fonctionnent à travers leur propre écosystème. Donc, ils ont évidemment toutes les données statistiques qui viennent avec, ce qui est vraiment, comme tu dis, un outil central. Mais il reste que la capacité de se développer d'un projet comme ça, d'une web radio, elle reste extrêmement limitée parce qu'elle se trouve dans le chemin qui, lui, ne va nulle part. C'est-à-dire, la radio va continuer à être de la radio, le podcast va continuer à grandir. La web radio, on a du mal à comprendre où est-ce qu'elle va s'en aller dans les 10 prochaines années. Elle peut sur de la niche. C'est-à-dire que tu vas avoir, tu prends, par exemple, dans le cultuel, c'est-à-dire dans la religion, si tu veux avoir une web radio de messe ou en direct de la Mecque et que tu veux écouter ça, là il y a un intérêt parce qu'on est dans l'immédiateté, dans l'événement qui est à un instant T et qui peut être suivi par une certaine niche. Et là, il y a un modèle. Qui permet de dépasser les frontières dans ce cas-là. Effectivement aussi. Et la même chose lors d'événements. Pendant les festivals, il y a eu ici, il y a très longtemps, pendant le festival de jazz, il y avait une web radio qui existait. À défaut d'avoir accès à une antenne sur la FM, ils ont décliné sur... RMC l'a fait pour les Jeux Olympiques, a eu un succès incroyable avec sa web radio. Mais parce qu'on est dans de l'événementiel, on est dans de l'instantané, on a envie d'avoir l'info en direct de là-bas et pas simplement l'info qu'on va avoir 1 minute toutes les heures sur les autres chaînes de radio ou de télévision ou en ligne ou de YouTube, mais qui eux viennent après parce que c'est pas de l'immédiat. Donc là, et pour les Jeux Olympiques, c'est pareil. Il va y avoir à Paris, bien entendu, de plein de web radios éphémères qui vont, on les appelle les éphémères. Il y a un autre terme d'ailleurs aux États-Unis. C'est pas des radios éphémères, vous les appelez des radio. Il y a un terme, je l'ai zappé. Mais on fera une recherche pour toi. Ouais, qui veut vraiment dire que c'est une radio éphémère. Bon, eh bien, à propos d'éphémère, on va mettre fin à cet épisode en vous remerciant, messieurs, encore une fois pour votre disponibilité, votre bonne humeur, votre gentillesse et votre esprit de partage. On met fin à ce 25e épisode de la 2e saison du Podcastologue. Philippe et Bruno, je vous remercie. Je remercie nos auditeurs, nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ceux qui nous ont pas écoutés jusqu'à la fin, tant pis pour vous. Ce podcast est une production de Ghostscript Media. Il est réalisé par le maestro Bruno Guglielminetti et il est modestement préparé par moi-même. Je remercie notre partenaire Edisound dont vous pouvez consulter le site sur edisound.com. On se retrouve tous dans 15 jours et puis d'ici là, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur Apple Podcast, à dire tout le bien que vous pensez de cet épisode. Posez-nous les questions sur Spotify si vous voulez. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Et avec votre micro. Mais vous l'avez fait cette fois, bravo. Ah, c'était pas préenregistré? Non, on est là, on est fort. Step inside.